Moi, je m'appelle Benoît Martin, je travaille pour Pulsalis. Je suis notamment en charge de tous les enjeux de détection, de sensibilisation de projets à potentiel, notamment de start-up, auprès de l'ensemble des unités de recherche de Lyon et de Saint-Étienne. Donc, pas spécifiquement en santé, mais j'ai plusieurs casquettes, on va dire. Ce qui fait que je m'occupe notamment de différents projets en pré-incubation, c'est-à-dire en initiation de projets de start-up, à partir d'inventions issues des laboratoires de recherche. Cet atelier, cette intervention, il faut savoir elle est issue de différentes interventions que je fais d'habitude en 3 heures. Donc là, j'ai essayé de concentrer au maximum pour être le plus efficace possible et d'apporter certains éléments de réponse autour de ces questions suivantes. C'est quelles questions se poser pour savoir comment est-ce qu'un projet peut être valorisé via une startup. C'est l'enjeu de pouvoir être accompagné, bien accompagné pendant la création d'une entreprise et après. Quelle est le logistique sollicité et la position du chercheur au sein d'une startup et notamment on parlera des dispositions de la loi Pacte. Donc j'ai essayé de combiner un peu ces différents éléments, mais plutôt sur les questions un peu d'émergence et d'initiation d'une startup. Donc c'est pour ça que j'ai conçu un peu plusieurs éléments. Donc d'une part, vous ne couperez pas à la présentation de Pulsalis et de ma structure pour expliquer comment est-ce on conçoit une offre d'incubation à travers le mot Deep Tech. En fait, l'intérêt d'être accompagné et comment est-ce qu'on conçoit spécifiquement cette offre à destination des chercheurs et des chercheuses. Enfin, une deuxième partie sur comment est-ce que moi, à titre personnel, mes recherches peuvent-elles devenir une startup, les bonnes questions à se poser pour initier. Enfin, voir comment est-ce qu'on crée son entreprise en tant que salarié de la recherche. Là, on abordera les différentes dispositions, évolution du code de la recherche suite à la loi Pacte et les différents statuts possibles. Et enfin, une petite ouverture sur comment aller plus loin et initier une démarche. Même si je comprends que plusieurs d'entre vous ont sans doute des expériences à partager, donc n'hésitez pas à intervenir pour partager votre expérience ou raconter ça un peu de l'intérieur si vous avez expérimenté cela. Voilà. Donc très rapidement, Pulsalis, vous le savez, puisqu'il y a déjà une présentation de mon collègue de West Valorisation sur ce qu'est une SAT. Donc c'est des structures qui sont un peu localisées dans les grandes zones académiques et scientifiques françaises, dont l'objectif, c'est de pouvoir faire le lien entre la recherche publique et le monde économique. L'objectif, c'est de pouvoir créer des produits, des services à partir des résultats de la recherche publique. Donc, on est situé, ce que je disais, sur l'ensemble des territoires académiques et scientifiques. Donc Pulsalis, comme son nom ne l'indique pas tout à fait, donc LYS veut dire Lyon-Saint-Étienne. Donc on est basé sur le territoire académique de Lyon et de Saint-Étienne. Mais on appartient à un réseau dans lequel sont les différents acteurs des structures de valorisation, que sont les SAT, que vous pouvez voir à l'écran. Notre mission, concrètement, en 2 mots, c'est de pouvoir construire des produits, des services innovants en transformant les résultats de la recherche en ce qu'on appelle en opportunité économique pour des entreprises qui existent déjà ou en créant, c'est-à-dire en développant des startups. Donc, c'est cette direction qu'on prend entre des résultats de la recherche et le monde économique, et la startup en fait partie intégrante puisqu'on a un incubateur en notre sein. On est une quarantaine de salariés, donc c'est quand même important de le dire, c'est-à-dire que cette structure dans laquelle je travaille a 40 personnes qui sont un peu spécialistes de ces enjeux de création d'entreprise à partir de forts contenus scientifiques, autour du développement technique, des compétences sur l'intelligence économique et la compréhension du marché, un service juridique, parce que vous n'êtes pas sans savoir que chaque laboratoire a au moins 5, 6, voire beaucoup de tutelles, ce qui nécessite une contractualisation, une réactivité juridique qu'il faut avoir en notre sein, et également tout un service financier pour gérer ces sujets, propriété intellectuelle pour suivre les dépôts de brevets notamment, et puis pouvoir être réactif sur le sujet. Et enfin, je ne présente pas marketing, communication, ressources humaines, mais c'est des services importants qui sont, réunis au service des projets des startups, et de l'enjeu est de pouvoir réunir, quand on a un projet de création d'entreprise, une équipe projet qui va amener chacune de ses compétences pour pouvoir avancer rapidement dans le projet. On est, je disais, multithématique. La compétence santé en fait partie, mais il y a d'autres compétences, donc ce qui fait qu'on est un peu multithématique sur les questions scientifiques, mais la santé a un des enjeux essentiels, notamment sur le territoire de Lyon et de Saint-Étienne. Comment ça marche concrètement ? Pour revenir, peut-être que ça a déjà été dit, mais c'est pour ça que je ne vais pas trop m'y attarder. On est sollicité, on essaie de détecter, d'identifier des projets, des chercheurs ou des chercheuses qui ont des projets innovants
Et notre objectif ensuite, ça va être de pouvoir développer ces inventions, de développer, de pouvoir investir financièrement dans ces projets, de manière à pouvoir les faire avancer dans leur maturité technologique, de manière à pouvoir soit, in fine, transférer ces résultats à des entreprises, c'est-à-dire trouver des acteurs économiques qui puissent s'en emparer et les mettre sur le marché, ou alors créer une entreprise et accompagner l'équipe dans l'incubation et le développement de cette entreprise à travers les différents enjeux qu'on va évoquer tout à l'heure, à savoir la construction de l'équipe, les stratégies de financement et pourquoi pas le développement à l'international pour certaines. Concrètement, comment ça marche? Les différents enjeux, j'ai déjà évoqué, mais c'est essentiel. Pour le développement de ces projets à fort contenu scientifique, ça va être de protéger via le dépôt de brevets ou une stratégie de propriété intellectuelle. Ça va être de financer et de développer le prototypage ou la preuve de concept technologique ou de la recherche préclinique dans le cas de cette intervention pour obtenir justement une preuve de concept qui puisse permettre d'avancer et vers clairement cette preuve de concept et d'avancer vers le marché. Évidemment, il s'agit d'investir. On a une capacité en propre d'investissement dans ces projets, c'est-à-dire financièrement de pouvoir financer ces manipulations, financer ces premières étapes qui vont permettre d'obtenir cette preuve de concept. Et ensuite, de pouvoir trouver un acteur qui va prendre le relais, soit à travers des levées de fonds, soit des financements en subvention de BPI, des business angels, et d'assurer cette continuité de financement pour pouvoir permettre à ce produit, à cette solution de trouver son marché. Et évidemment, on a un service d'incubation de start-up. Bon, c'est un ordre de grandeur, mais ça permet aussi de situer la capacité des SAT à pouvoir clairement investir dans ces projets. Donc, depuis qu'on existe, ça fait 7 ans, je crois, 7 ans, 8 ans peut-être, il y a eu à peu près 275 projets financés issus de la recherche publique pour un montant total de 30 millions d'euros, ce qui n'est pas anodin à l'échelle régionale en capacité d'investissement, d'autant plus que les projets financés avec le plus gros budget sont ceux en santé, c'est-à-dire qu'on a une fourchette d'investissement qui peut aller de 50 000 euros pour des projets numériques jusqu'à 300 ou 400 000 euros pour des projets en santé, ce qui ne permet pas clairement d'atteindre le marché pour du drug development, mais qui permet au moins de pouvoir financer des premières étapes en préclinique ou d'obtenir certains types de résultats assez intéressants pour mettre le développement. Sur une année, on a à peu près une dizaine ou un peu plus de 10 startups. Cette année, on a 8 pour l'instant qui ont été créées, mais on est autour de 10 startups créées chaque année qui continuent de lever des fonds, qui créent des emplois. Donc, on a vraiment cette attente, on va dire cette mission qui nous est confiée par l'État, de pouvoir générer de l'activité économique à partir des résultats de recherche. Donc c'est là-dessus, c'est un peu nos indicateurs que je vous présente ici, et c'est là-dessus où on a attendu. C'est pas tant sur les publications du territoire que vraiment sur l'impact économique qu'on arrive à dégager à partir de ces résultats de la recherche. Voilà. Je voulais juste dire un mot peut-être, parce que c'est un mot qu'on voit souvent, qui a l'air d'être, qui est un peu valise d'ailleurs, qui est pas mal utilisé par BPI, mais qui est assez important à définir parce que c'est typiquement le mot deep tech qu'on utilise souvent et vraiment il illustre assez bien on va dire la possibilité d'obtenir des financements assez intéressants pour le développement d'entreprises qui rentrent dans ce cadre-là. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on appelle deep tech, on se présente souvent comme un incubateur deep tech. Il s'agit simplement des technologies, de combinaisons de technologies qui sont à la fois complexes, sont différenciantes, qui ont des fortes barrières à l'entrée avec évidemment un temps de développement long, de la propriété intellectuelle et qui nécessitent une forte intensité capitalistique, c'est-à-dire des fonds, parce que le délai d'industrialisation, le délai de développement commercial va être très très long. Et donc généralement, c'est typiquement ce genre de démarche dans laquelle on va s'insérer. Et notre objectif, c'est de pouvoir accompagner ces startups qu'on appelle deep tech dans leur développement. Et il nécessite un temps de développement long. J'ai dit, il y a une R&D qui est très très longue de fait. Il y a un gros besoin de financement. On a nécessairement donc des chercheurs dans ces projets, c'est ce qui est différenciant. Et il y a vraiment souvent un enjeu de complexité. Donc c'est là-dessus qu'on va essayer de développer notre activité pour accompagner typiquement ces projets. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici du programme d'incubation. On va revenir rapidement. Je vois que le temps passe assez vite. Donc, je ne sais pas s'il y a des premières questions, enfin peut-être pas sur cette petite première page de pub ou de modalité de fonctionnement. Je ne sais pas si ça fait écho à ce que vous aviez déjà évoqué.
Et s'il n'y en a pas particulièrement, je vais passer à la suite directement sur les questions à se poser pour initier un projet d'entreprise. Ce qu'on s'est rendu compte, alors j'ai pas modifié tout à fait le titre en haut, mais on est vraiment dans cette démarche où on a plein de parcours extrêmement différents de chercheurs ou de chercheuses, de docteurs qui ont eu à un moment une envie d'initier un projet entrepreneurial. Et on s'est rendu compte que tous ces profils sont très variés entre des personnes qui étaient en thèse ou des chercheurs titulaires, et tous étaient animés par un moment initier un projet et de pouvoir le voir se poursuivre vers le monde économique, ou du moins vers les patients, vers de résultats concrets. Et on a un peu ici réuni différents profils de personnes qui étaient chercheurs non titulaires et des chercheurs donc titulaires, qui ont tous initié et qui ont finalement tous obtenu des places différentes dans ces différentes entreprises. Et c'est un peu ce que je voulais illustrer ici de ces différentes possibilités de développement. Alors ici, il s'agit d'un profil, je vais passer rapidement, mais d'illustrer un docteur qui est devenu directeur scientifique d'une grosse startup qui s'appelle Keranova, hein, qui est un dispositif médical pour l'opération de la cataracte, qui n'a pas tout à fait à voir avec le sujet dont on parle aujourd'hui. Néanmoins, c'est intéressant de montrer que son directeur de recherche, qui a déposé un brevet, initié une volonté d'entreprise et a recruté son doctorant pour devenir le directeur scientifique à temps plein, et que c'est un vrai moyen également d'intégration de doctorants ou de jeunes chercheurs dans la vie active en pouvant s'impliquer dans une entreprise qui va grandir, qui a été initiée au sein du laboratoire. Et qu'on est aujourd'hui sur des profils comme celui d'Aurélien Bernard, qui, après un doctorat, trouve un moyen de développer une activité scientifique au sein d'une entreprise privée qui était initiée au sein du laboratoire. Et aujourd'hui, on est sur différents exemples comme celui-là qui permettent d'initier ça. On a d'autres exemples, je pense à Théo Perronin, donc là on est sur l'ordinateur quantique, hein, qui est aussi un peu plus large, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'à l'issue de sa thèse, et en accord avec son directeur de recherche, il a voulu valoriser ses travaux et réfléchir à la voie d'une création d'entreprise et de pouvoir se lancer finalement sans au-delà du cadre de la loi Pacte, etc., mais simplement en créant son entreprise et en levant des fonds directement après sa thèse, en pouvant valoriser ses résultats, le brevet qui a été déposé au sein de l'ENS de Lyon, et de pouvoir développer cette activité et devenir donc chef d'entreprise pour lui, et de pouvoir s'entourer de différents acteurs en créant cette entreprise. Voilà. Là, je présente différents profils. Enfin, on a d'autres profils ici, comme celui de Sylvia McCann, qui, pour le coup, il y a une volonté, et c'est le cas de la plupart des chercheurs, d'avoir cette volonté de transférer ces résultats. C'est-à-dire de dire, j'ai envie que ces résultats puissent trouver un impact dans le monde économique. J'ai pas nécessairement, moi, à titre personnel, envie de pouvoir créer une entreprise ou de prendre des parts ou de fonder une entreprise. J'ai juste envie de voir cette finalité de mes résultats qui trouvent un impact, et j'ai envie de poursuivre une carrière scientifique. Et c'était vraiment le cas de ce genre de profil où on a cette possibilité de faire ce genre d'activité. Pour ce qui est des chercheurs titulaires, on a différents profils sur le territoire de Lyon et de Saint-Etienne, notamment celui d'Olivier Simon, qui est un serial entrepreneur, hein, qui a participé à la fondation de 6 startups en étant chercheur au sein d'un laboratoire et directeur de recherche. Et ce dernier a toujours souhaité conserver son activité de chercheur académique et a simplement été directeur scientifique de 2 de ces différentes startups qui sont assez grandes, qui ont levé des fonds et qui sont à des niveaux assez avancés, et tout en ayant la volonté de pouvoir placer ces doctorants ou ces anciens doctorants souvent comme CEO ou comme CSO de ces différentes startups, et de garder un lien avec le laboratoire au sein de son activité, de venir nourrir son activité de recherche. Et aujourd'hui, typiquement, c'est un profil qui montre que c'est tout à fait possible aujourd'hui d'avoir du temps et d'avoir des dispositifs, notamment de concours scientifiques, qui permettent de dégager du temps et de pouvoir suivre différentes startups, et notamment de prendre des parts de capitaux dans certaines d'entre elles, puisque je crois qu'il y en a 3 d'entre elles où il a des parts de capitaux. Et bref, voilà, c'est un exemple de ce qui est possible de faire aujourd'hui, ce qui n'était pas nécessairement possible quand on l'écoute il y a 15 ans ou plus longtemps, quoi. Voilà. Benoît, est-ce que je peux vous poser une question rapide, Christine de la Fondation Maladies Rares? Oui. Je suis vraiment étonnée, mais dans le bon sens, qu'il y ait autant de docteurs qui soient devenus CEO plutôt que CSO. Parce que c'est vrai qu'on ne s'invente pas CEO du jour au lendemain, et c'est une belle aventure.
Oui, c'est une belle aventure. Alors, c'est pas une aventure qui est sans risque non plus. C'est-à-dire que c'est pas le profil. Là, j'en montre deux qui, c'est le cas après. Peut-être que même je la montre pas, qui est devenu CEO de sa propre startup. C'est pas la majorité. On va dire que la plupart de ce qu'on peut observer dans le monde académique, que ce soit pour les doctorants, enfin docteurs, ou pour les chercheurs titulaires, c'est que la plupart d'entre eux souhaitent conserver une activité scientifique et plutôt devenir directeur scientifique ou directeur technique, qui est la voie naturelle finalement entre la recherche et la poursuite de cette activité. Et au contraire de devenir CEO, c'est une activité qui est parfois un peu qui nécessite un apprentissage, un accompagnement spécifique. Et dans les différentes startups que j'ai présentées d'Olivier Timan, plusieurs d'entre eux en effet sont dirigés par des anciens docteurs, mais il y a eu un accompagnement, il y a eu des formations qui ont été proposées, et puis surtout l'équipe a été renforcée. C'est quelque chose sur lequel je vais insister juste après, c'est-à-dire de poser les bonnes questions, de savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire après et quelle est la carrière et ce vers quoi je vais m'orienter. C'est important de ne pas avoir un CEO contrarié ni un CSO contrarié, parce que on peut pas tout faire en étant CEO. Donc il y a une vraie séparation de l'activité à faire, et faut être conscient qu'en devenant CEO et en faisant ce pas-là, on va mettre de côté tout l'aspect scientifique et qu'il faudra accepter que ce soit une autre personne qui prenne le lead là-dessus. Donc il y a un gros travail d'accompagnement et de composition de l'équipe sur ces différents sujets, et de dire que c'est pas la même chose. Après, on remarque aussi que les choses ne sont pas fixes dans le temps, c'est-à-dire que qu'on peut avoir un CEO les premières années et finalement à des moments cruciaux, notamment des levées de fonds ou des moments où d'autres acteurs entrent dans la boucle, ils vont souvent peut-être demander un changement de CEO ou aussi de passer à une étape supplémentaire. Et notamment quand on arrive à des grosses levées de fonds ou des grosses étapes, généralement les startups qui réussissent le plus sont celles qui sont avec un CEO expérimenté, qui ont été faits. Le cas de Keranova que j'ai évoqué un peu plus tôt, c'était une startup qui a été initiée, et très vite c'est un entrepreneur expérimenté qui a pris les rênes et qui aujourd'hui dirige ça. Et aujourd'hui la plupart des fonds d'investissement vont regarder plutôt d'un œil inquiet s'il y a que des chercheurs à bord d'une startup. Ils vont très vite faire une remarque ou demander ou de voir comment est-ce que ça peut être fait. Après ça n'empêche pas que ça peut marcher, c'est pour ça qu'il n'y a pas de recette miracle, mais c'est important en tout cas que chacun soit à l'aise dans son rôle et ait bien compris la mission qui soit la sienne dans cette startup, pour qu'on ait une équipe qui soit soudée, motivée et qui soit consciente des missions de chacun et chacune pour que ça avance correctement. Et ça, c'est vraiment un enjeu crucial de l'équipe. Donc c'est pour ça que c'est une chose qui existe. En tant que ça, c'est pas ce vers quoi on pousse nécessairement, c'est-à-dire qu'on a surtout envie que chacun soit à la place qui lui corresponde, et on prépare le fait que certains fonds d'investissement vont avoir un regard là-dessus et que ça va être crucial. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui se fait, il faut se former, il faut être accompagné et pour monter en compétences et devenir. C'est pas impossible, mais il faut. Ouais, merci. Pas de souci. Et enfin, un dernier exemple, celui de Valérie Castellani, qui est donc directrice de recherche au CNRS, qui a développé une startup qui s'appelle OncoFactory, et qui pour le coup elle est devenue et pareil sous concours scientifique pour pouvoir devenir directrice scientifique de cette startup et la suivre en ayant 20%, je crois qu'elle a demandé le 20% de temps de mise à disposition pour développer cette entreprise, et de s'entourer, de recruter des personnes pour la faire vivre, avec un CEO qui a été recruté, pardon, et puis différentes personnes qui sont venues renforcer cette équipe. Mais en tout cas, on a ici un panorama assez large des différentes possibilités pour pouvoir initier une entreprise et de le faire. Ce qui est essentiel, et ce que je disais un peu juste auparavant, c'est que c'est important, quand on voit ces différentes possibilités, de se dire qu'il y a tout un champ de possibilités offertes pour occuper différentes fonctions dans une startup, et que il faut bien prendre en considération que chaque profil est différent. Il ne faut pas confondre le fait de créer une startup, c'est-à-dire de l'initier dans un but de se dire cette entreprise va mettre un produit, une solution sur le marché et toucher la cible, répondre à des besoins de patients, etc. Et la fonction qu'on va occuper dans cette entreprise. Il y a aussi beaucoup de chercheurs qui initient et transfèrent des projets à une structure qui va devenir une start-up, et finalement, ce sera d'autres personnes qui vont s'en occuper. Le chercheur peut garder un lien avec cette dernière, mais c'est aussi une possibilité. Donc, c'est aussi,
les vraies questions un peu clés à se poser, c'est-à-dire que l'adéquation entre son projet, ses moteurs professionnels et personnels, les opportunités qui peuvent s'offrir, est-ce que c'est le bon moment, l'énergie disponible, le temps, l'action qui se passe dans le laboratoire. En fait, c'est des très bonnes questions à se poser pour faire coïncider ces moteurs et entre la fonction qu'on veut occuper. Et c'est important de prendre le temps de choisir. C'est ce sur quoi on va vraiment, insister dans l'accompagnement des chercheurs et des scientifiques dans une création d'entreprise, et il faut être accompagné à ces étapes pour pas se retrouver, avec dans un projet dans lequel on se reconnaît plus en fait, parce que on aura nécessairement besoin de vous dans le développement de cette entreprise et notamment dans les développements scientifiques qui vont découler vers l'avancement et la maturation qui vont se développer. Et c'est important que vous soyez impliqués dans ces différentes étapes et que vous ne vous sentiez pas dépossédé de quelque chose et en même temps que vous ne soyez pas non plus partout à bloquer le développement de l'entreprise. Donc c'est un équilibre un peu à construire et à accompagner les différentes personnes de cette entreprise pour qu'il y ait un bon moteur. Et généralement, ça passe par trouver et faire rencontrer aux chercheurs différents entrepreneurs potentiels, CEO potentiels, pour venir renforcer, pour venir voir comment est-ce que ça pourrait marcher et de faire un peu des sortes de speed dating en quelque sorte qu'on réalise de temps en temps pour faire rencontrer à l'équipe scientifique des entrepreneurs expérimentés pour les faire échanger et puis voir si ça peut marcher, si ça peut prendre et est-ce que ça peut aller plus loin. Voilà, donc c'est typiquement un point essentiel. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette réflexion, mais c'est un point qui me semble essentiel dans la manière dont on avance, quoi. Alors, les points clés au-delà de ces différents éléments, à mon sens, et on va les évoquer un peu plus loin après à travers l'atelier que je faisais, mais que là, je ne vais pas pouvoir faire parce que je n'ai pas assez de temps, mais de poser ces questions clés. On a déjà un peu évoqué ça, mais c'est de se dire qu'est-ce que je propose, c'est quoi la solution que je veux faire. Ça peut partir d'une invention, ça peut partir de résultats de recherche, on va dire de premiers éléments de résultats. Ça peut être aussi des données qui ont été collectées, des outils qui ont été générés par la recherche. Ça peut donner un produit, un service, une solution. Et très vite, la question à se poser, c'est en fait cette solution, elle est bien dans mon laboratoire, mais en fait, pour qui, pourquoi, est-ce que ça peut servir? Est-ce que ça répond à un besoin de patients, évidemment? Mais ensuite, est-ce que ça répond à un marché? C'est pas uniquement le besoin, mais c'est le marché. C'est-à-dire, c'est un peu cette étape un peu clé au tout début, c'est-à-dire qui va concrètement payer ça? Est-ce que c'est ça est-ce que c'est ça le monde, l'assurance maladie, etc. serait prêt à rembourser une telle solution? Qu'est-ce qui ferait que cette solution elle est meilleure que la solution qui est actuellement utilisée? Est-ce qu'elle est meilleure? Est-ce qu'elle va créer d'autres soucis? Pourquoi? Donc c'est vraiment ces questions-là de base du marché et de ce besoin-là qui va être essentiel. Et généralement, pour poser ces premières questions, quand on a des chercheurs qui initient un projet, on leur fait compléter, donc c'est des ateliers que je fais généralement un peu plus de temps, mais de se dire quel est le produit ou le service que vous pourriez développer, c'est à quel besoin, à qui est-ce que ça pourrait servir, qui seraient les futurs utilisateurs, à quel besoin ça répond, etc. Et de mettre très rapidement ça en face de la valeur ajoutée vis-à-vis de la concurrence. C'est quoi la concurrence? Quelle est la situation en fait? C'est pas nécessairement les concurrents à un instant T, mais quelle est la solution qui est utilisée actuellement par les soignants? Quelle est la solution qui est utilisée actuellement par les utilisateurs potentiels, et qu'est-ce qui ferait qu'ils seraient amenés à changer ou pas, et quelle est la valeur ajoutée? Et ça qui est intéressant à tout de suite mesurer et de se dire que ça va faire évoluer dans un premier temps la manière dont le produit va être fait, la manière dont on va développer des manipulations complémentaires. Et c'est un peu ce cheminement à faire qui va pouvoir permettre de répondre à la première question. Là, c'est très basique, c'est très général, mais en fait, ça va permettre très vite de pouvoir avancer sur différents enjeux, celui de la propriété intellectuelle, qu'est-ce qu'on va protéger, qu'est-ce qu'on va développer comme stratégie de brevet, de développement, comment est-ce qu'on va orienter les différentes étapes de recherche en fonction des inputs qu'on peut avoir de key opinion leader sur le sujet. S'il y a un key opinion leader dans votre sujet, dans votre projet qui est déjà fait, comment est-ce qu'on va pouvoir développer ça? Et ça va permettre d'avancer les différentes étapes. Cette slide, elle est très générique, elle s'applique à toutes les thématiques de recherche, pas uniquement santé, c'est pour ça qu'il y a des termes qui ne sont pas nécessairement adéquats, mais en tout cas, c'est un premier élément qui va permettre d'avoir un cheminement de réflexion vers une dimension économique, business, à partir de ces résultats. Et ça a l'air d'être anodin comme ça, si vous êtes passé par là, je pense à Fabrice Lejeune, qui a déjà expérimenté beaucoup de choses, mais c'est une étape cruciale de prendre un peu de la hauteur par rapport à ces résultats de recherche et de se dire, quelle est la dimension qui est marché derrière, et de poser ces premières questions. Et ça, c'est un élément un peu crucial. Mais c'est assez schématique pour dire que
la manière dont on va instruire un projet d'incubation ou de démarrage d'une startup, ça va être clairement autour de ces enjeux qu'on a évoqués là, hein, c'est-à-dire la construction de l'équipe dirigeante, quel va être le board stratégique, quelles vont être les personnes qui vont accompagner cette startup, est-ce qu'il y a un key opinion leader sur le sujet qui va permettre de convaincre différents sujets, est-ce qu'il faut le trouver à l'extérieur, comment est-ce qu'on fait pour trouver des financements et justement convaincre les différents acteurs pour trouver des financements possibles, comment est-ce qu'on va pouvoir prototyper, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va orienter, comment est-ce qu'on va orienter la recherche, vers quel candidat on va se limiter, comment est-ce qu'on a besoin de se financer, le business model évidemment, et tous ces différents enjeux qui aujourd'hui font partie des présentations dont Fabrice parlait tout à l'heure, de ce qui doit être pitché en permanence devant BPI pour obtenir e-lab, de ce qui doit être présenté pour convaincre des fonds d'investissement ou des business angels pour passer les étapes d'après. C'est tout ce travail-là que nous, on est habitué à faire, c'est-à-dire faire émerger la solution technique, technologique, la faire maturer de manière à obtenir des résultats, des preuves avec des résultats en recherche préclinique qui puissent intéresser des acteurs complémentaires et de faire des dossiers en gros pour obtenir des financements, des levées de fonds, des acteurs complémentaires avec BPI évidemment, avec des financements privés qui vont arriver par la suite. Et c'est d'obtenir toutes ces étapes qui vont permettre de déclencher progressivement. Et évidemment que entre le tout début d'une recherche, le premier brevet qui va être déposé et le moment où on va avoir une levée de fonds, voire une entrée en bourse ensuite, se passe beaucoup de temps, il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de changements, et c'est ce à quoi on essaie d'accompagner vraiment au tout début. Il faut savoir que les SAT sont vraiment des acteurs qui sont positionnés plutôt en amont, c'est-à-dire à partir du moment, alors je sais peut-être que Hervé a déjà dit ça, mais vraiment à partir du moment où on sort de la recherche, où on a des premiers éléments, on va chercher à protéger des résultats, c'est-à-dire ne pas publier, ne pas publier avant d'avoir protégé, mais de s'assurer qu'on puisse bien avoir le développement technique dans un premier temps, de manière à pouvoir ensuite intéresser pourquoi pas des fonds d'investissement et développer ça. Donc c'est vraiment les étapes clés pour aller plus loin, c'est ces éléments sur lesquels on va travailler avec l'équipe dirigeante, avec le chercheur. Et un des enjeux essentiels, donc là c'est pareil, un peu plaquette de pub, mais il y a des programmes, l'objectif c'est d'associer les scientifiques à ces démarches, et c'est pour ça que dans nos dispositifs d'incubation, il y a toujours des dispositifs clés en main pour les chercheurs, les chercheuses qui sont développés dans ces projets, qui sont impliqués dans cette innovation pour pouvoir les développer. On va travailler sur deux enjeux principalement avec la partie scientifique, à savoir sur la montée en compétences entrepreneuriales à partir de la recherche, c'est-à-dire la mise en relation, des formations collectives. On va travailler aussi sur le positionnement du chercheur dans cette startup avec de l'accompagnement individuel. Et évidemment, dans un deuxième temps, tout un travail sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire cette démarche personnelle, c'est-à-dire quelles sont vos envies, qu'est-ce que vous avez envie de faire, et quel est le futur rôle que vous voulez au sein de votre future entreprise en fonction des besoins de cette dernière. S'il y a un vrai besoin commercial, de faire prendre conscience de ces besoins et de trouver au mieux sa place. En fait, c'est assez crucial qu'on passe beaucoup de temps sur ce sujet parce que pour nous, c'est essentiel de ne pas avoir des entreprises sur lesquelles les chercheurs se sentent exclus ou au contraire des entreprises dans lesquelles le chercheur peut avoir une emprise qui peut aller jusqu'au développement commercial et parfois au détriment de la dimension scientifique. Et je veux dire, on peut perdre beaucoup de temps dans un développement technique qui ne peut pas nécessairement avoir d'impact commercial. Donc on insiste beaucoup sur cette complémentarité et que chacun puisse trouver sa place en fonction des besoins qui vont arriver dans le temps. Et c'est quelque chose sur lequel on insiste parce que c'est crucial dans le développement de l'entreprise et dans parfois des échecs qui peuvent arriver dans les entreprises. C'est souvent l'équipe peut souvent en être une des raisons et c'est ce sur quoi on insiste beaucoup sur cette complémentarité. Je suis allé assez vite, je suis assez content. Il reste un quart d'heure de mon temps, donc j'ai un quart d'heure qui m'était dédié. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là par rapport à ce que j'ai pu évoquer avant de parler des modalités ? Christine, par rapport à ce que vous aviez évoqué tout à l'heure des doctorants, est-ce que ça rentre en phase avec ce que vous attendiez ? Est-ce que c'est bon ? Oui, je vous remercie. Très bien. Eh bien, parfait. Alors moi, j'ai une petite question, c'est que là, vous montrez ce que Pulsalis fait, là, et vous apportez un énorme soutien pour les chercheurs, mais pour ceux qui ne sont pas de la région Saint-Étienne, du coup, est-ce que vous connaissez des structures qui sont aussi efficaces ?
Non, merci. J'ai pas cette prétention, mais oui, alors évidemment, c'est ce qui a été mentionné auparavant. Il y a d'une part les SAT qui sont des bons interlocuteurs locaux, c'est-à-dire que toutes n'ont pas d'incubateur intégré, mais toutes sont en relation avec des incubateurs, notamment spécialisés. Ça fait que toutes ont cette capacité à partir des résultats de la recherche et de ce qui a été fait, c'est ce qu'on va voir un peu en conclusion, c'est-à-dire de pouvoir s'orienter vers l'acteur qui gère la dimension valorisation, de lui faire connaître cette démarche de volonté de création d'entreprise et il va pouvoir orienter au mieux ce développement. Donc généralement, ça va se faire de concert avec un incubateur technologique de la zone ou associé à cette SAT s'il n'est pas déjà intégré dans la SAT. Sachant qu'une part conséquente d'entreprises, de SAT, propose déjà une dimension incubation. Donc c'est pas impossible de pouvoir trouver une solution. Donc les SAT numéro 1, je dirais évidemment il faut voir son employeur, parce que son employeur, si vous êtes au CNRS, il faut évidemment en parler très vite à son employeur de cette création d'entreprise, et l'employeur peut aussi avoir des contacts à apporter. Mais SAT et employeur, c'est les deux acteurs essentiels à aller voir. L'autre élément, je sais que la plupart des créateurs d'entreprises que je côtoie sont tous très à l'écoute de collègues qui ont envie de créer une entreprise. Donc si vous voyez qu'il y a un collègue autour de vous qui a initié une start-up dont vous voyez parler, vous voyez un article sur la presse locale, Fabrice Lejeune en parlait, qui parle de cette start-up qui a été créée, il ne faut pas du tout hésiter en tant que collègue de les contacter et de dire là j'ai vu que vous avez créé cette start-up, est-ce qu'on pourrait prendre le moment de discuter 10 minutes? Et généralement c'est des très bons contacts, il y a un premier retour d'expérience qui se fait. Ça peut aussi faire un peu peur parce qu'on peut aussi avoir des discours très experts en face de personnes qui vont dire j'ai levé 18 millions, c'est très simple, etc. Il ne faut pas avoir peur, c'est plus des contacts à prendre et de prendre les informations qui peuvent se faire et de pouvoir initier ce projet. Mais en tout cas, localement, employeur plus SAT, c'est des bons contacts qui doivent être pris. Et puis plus les collègues autour de vous qui ont déjà initié des startups peuvent être des très bons relais pour le faire. Il y a une autre question de Jean-Claude Sirard. Non, juste pour dire que localement, peut-être pour Fabrice, c'est important, il y a l'incubateur et l'université et les SAT ont mis en place un DU d'entrepreneur Health Entrepreneurship. Moi, je l'ai suivi, parce que je suis encore très loin d'un projet de développement de start-up, mais je me rapproche, j'espère un jour. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'on a beaucoup de retours d'expérience de création de start-up et autres environnements, business plan et levée de fonds, tout ça. Je trouve que c'est vraiment intéressant et c'est ouvert aux docteurs en formation, aux ingénieurs, toute personne qui a envie de monter en compétence. Je pense qu'il faut quand même acquérir au moins les codes. Il y a quand même un langage spécifique aux startups et je trouve que c'est extrêmement enrichissant. Moi, je recommande à toute personne qui veut se lancer dans ce type de projet pour s'enrichir en tout cas dans tout ce qui est environnement des startups. Et Jean-Claude, c'est ce qu'ils ont fait avec Deep Tech Founders, c'est ça? Pardon? C'est ce qu'ils ont fait avec Deep Tech Founders? Je sais pas, moi c'est un diplôme universitaire c'est l'université qui pilote ça, mais accompagné à la fois de la SAT et de l'incubateur local. Vous êtes où, Jean-Paul? Je suis à Lille, c'est Eurasanté. Okay. Et donc c'est plusieurs partenaires qui pilotent ce DU. D'accord. Okay, donc c'est spécifique. Pour vous donner un retour. Nous on l'a pas ailleurs, ouais. Je ne connaissais pas, donc c'est pour ça que je pose la question. Eh bien, moi non plus, mais en tout cas, typiquement, ce qui montre que localement, il y a des dispositifs qui sont offerts pour se former, pour monter en compétences, et c'est le cas à Lyon-Saint-Étienne avec des formations qu'on propose aux chercheurs qui se posent des questions. On a des dispositifs également spécifiques, c'est important parce que peut-être ça doit exister aussi ailleurs, pour des chercheuses, parce qu'on s'est rendu compte que tous les cofondateurs scientifiques sont quasiment des hommes, alors que les femmes représentent 40% des chercheuses sur le territoire Lyon-Saint-Étienne, et que finalement, sur les 15 dernières startups qu'on avait créées, je crois qu'il y en avait que 2 qui étaient cofondées par une scientifique femme. Et donc, on a proposé un peu un dispositif pour oser le faire avec un incubateur féminin sur le territoire de Lyon-Saint-Étienne. Et ça a très bien marché, puisqu'on a eu 10 projets, et il y en a un certain nombre qui vont donner lieu à des startups. Et je sais qu'il y avait quelque
quelque chose qui se faisait à Saclay dernièrement et quelque chose d'autre aussi en Bourgogne. Donc, c'est aussi un moyen de se poser ses premières questions et de le faire. Et puis, il y a plus largement des sources d'action, d'un peu de sensibilisation ou d'ateliers de rencontres. Mais c'est important et essentiel, et je le dis, de voir avec son employeur pour faire ça aussi. Parce que c'est légalement et juridiquement, il y a un enjeu fort de pouvoir passer par la SAT qui voit avec l'employeur et qui est mandaté pour gérer la propriété de l'employeur, mais par son employeur aussi pour la création d'entreprise. Et pour moi, il peut y avoir parfois des micmacs d'aller voir l'établissement dans lequel vous êtes hébergé, mais c'est important de s'adresser à son employeur, quoi. Je le redis, mais je parle d'expérience. Après, ce qu'on essaie de faire, nous, moi je l'ai fait et je continue à le faire, c'est même former déjà des étudiants en master, master 1 ou master 2, à la création d'entreprise. Alors, c'est un simple vernis qu'on apporte, mais on commence déjà un peu à apporter des bases pour que les étudiants, déjà au niveau de la démarche confidentialité, soient un peu informés et qu'ils n'arrivent pas dans un laboratoire et qu'ils disent et qu'ils fassent n'importe quoi, mais aussi pour leur indiquer que quand on commence à se mettre à plusieurs autour d'un projet, et c'est moi je fais ça, pendant 2 jours, ils essaient de monter une start-up, elle est bien sûr virtuelle, mais ça leur permet vraiment de se mettre alignés entre guillemets autour d'une équipe, d'essayer de déterminer quelque chose qui a du sens par rapport à ce qu'ils ont observé, à ce qu'ils ont déjà vu, et avoir le fameux facteur différenciant dont parlait Benoît et qui est très très important après pour les investisseurs. Et après, ils présentent ça sous format pitch. Donc, je sais qu'il y a plein de différents moyens pour sensibiliser déjà les jeunes, mais même les chercheurs, parce que nous, on faisait ça aussi avec le CNRS sur Montpellier. On leur faisait des formations spécifiques pour qu'ils puissent justement réfléchir s'ils voulaient créer une start-up. On a récupéré nous aussi l'incubation, donc maintenant on fait ça aussi. Enfin, je faisais ça dans ma précédente vie entre guillemets au sein de la SAT XLR, mais surtout nous au niveau de l'accompagnement, ça pouvait être soit un accompagnement via les structures locales qui sont très dynamiques, comme le BIC qui est sur Montpellier, mais on passait aussi par HEC+. Donc ça permettait vraiment d'avoir cette la fibre financière, parce que c'est des chercheurs qui, on sentait qu'ils étaient très intéressés. Il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est ce que disait Benoît, et c'est juste pour vous rassurer, Christine, c'est vrai que tous les chercheurs ne se sentent pas partir là-dessus. Il y a la partie financière, il y a la partie commerciale qui les effraie aussi. Donc, dès qu'on commence à parler, là, c'est le côté obscur de la force, on est passé de l'autre côté, c'est mon Dieu, on va parler argent et il va falloir aller en chercher. Moi, j'ai plutôt l'habitude de le dépenser, donc mince, il va falloir que j'aille en chercher aussi. Mais c'est ça qui est aussi amusant, vraiment, cette appétence et cette envie de travailler de cette façon-là. Et quand on les a, on les lâche pas. Donc, du coup, on essaie de leur apporter et de les nourrir, entre guillemets, soit avec l'écosystème local, soit en les faisant même faire cette formation HEC+, qui, pour avoir vu ce que ça donnait, franchement, ça leur permet de monter en compétences. Et il y a une autre possibilité, merci Hervé pour cette intervention, il y a aussi une vraie opportunité en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de dispositifs locaux ou nationaux autour des doctorants, et notamment des doctorants en fin de thèse. Et c'est beaucoup parfois des opportunités en tant qu'encadrant de docteurs, de pouvoir avoir une opportunité de trouver des financements pour pouvoir faire une sorte de post-doc autour de démarches valorisation de ces doctorants que vous pourriez garder dans le laboratoire, et en même temps que ces derniers soient accompagnés et soutenus dans ces démarches. Et je sais que la plupart des SAT ont des dispositifs de soutien aux doctorants, aux docteurs, aux jeunes chercheurs qui ont une démarche entrepreneuriale avec des possibilités de financement en maturation et notamment des labels un peu nationaux type le concours IPSJ de BPI qui va permettre un accompagnement avec Deep Tech Founders notamment ou différents acteurs qui vont permettre aussi de monter en compétences et de ramener cette compétence un peu dans le laboratoire à travers un peu des exemples, des sortes de POC de démarches entrepreneuriales et qui peuvent s'aimer. Donc en tout cas, il y a une vraie dynamique, il y a pas mal d'acteurs qui peuvent être dans cette démarche. Je me permets de continuer, de terminer comme ça. Je termine prochainement, si ça vous va, à moins qu'il y ait d'autres questions, mais on peut les garder un peu pour la fin. Ce qui était essentiel et ce qui a déjà sans doute été dit, c'est sur le fait qu'en étant salarié de la recherche, il y a une relation à entretenir avec son employeur, avec vraiment un enjeu de droit et devoir. Il y a une possibilité qui est offerte de pouvoir créer une entreprise en étant salarié de la recherche. Il faut savoir que les frais de propriété intellectuelle seront pris en charge par votre employeur, qui en deviendra le propriétaire de ces droits de propriété intellectuelle, mais qui vous reconnaîtra comme inventeur, c'est-à-dire
dire que vous serez intéressé dans l'exploitation de ces résultats, mais que c'est essentiel dans le développement et pour initier une entreprise ou un projet de valorisation, de prévenir ce dernier, soit via la SAT, soit directement, pour pouvoir l'initier. Et c'est une relation qui est essentielle et cruciale de pouvoir en parler au CNRS et le CNRS. Aujourd'hui, il y a un cadre juridique qui permet d'obtenir et d'encadrer en gros ces droits et devoirs des scientifiques qui sont impliqués dans les startups, qui a évolué notamment à travers la loi Pacte. Il y a en gros 3 statuts. Il y a celui de la création d'entreprise, qui est le 25.1 du Code de la recherche, on dit 25.1 dans le jargon, le concours scientifique à une entreprise et celui qui relève de la participation à la gouvernance d'une entreprise. Concrètement, si, en fonction de ce que vous souhaitez, c'est pour ça que je réinsiste sur les moteurs et sur de la place qu'on veut occuper dans ces différentes entreprises, on a différents dispositifs qui sont possibles en fonction de ce que vous souhaitez, de la fonction que vous voulez occuper et de ce que vous voulez faire dans cette entreprise et si vous en êtes à l'origine ou pas, vos travaux de recherche. En tout cas, si vous souhaitez diriger une entreprise, c'est-à-dire diriger, encadrer, devenir le CEO, aujourd'hui, vous le pouvez, il y a un dispositif qui s'appelle création d'entreprise, donc le 25.1, qui permet d'encadrer cette possibilité. Si vous souhaitez être à la direction scientifique ou technique, c'est-à-dire être CSO ou CTO, de résultats d'une entreprise dont vous êtes à l'origine de résultats de la recherche qui ont été transférés ou développés, vous pouvez soit être en concours scientifique, soit en création d'entreprise. Ça va dépendre de la quantité de temps que vous souhaitez passer et du détail des fonctions exercées. Notamment en concours scientifique, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de management officiellement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner des ordres à des personnes ou prendre... voilà, il y a une petite particularité sur ça. Mais en tout cas, les 2 dispositifs sont possibles. Pour être conseiller d'une startup, c'est le concours scientifique. Pour être au capital d'une startup, c'est possible dans les 2 cas, soit en concours scientifique, soit en création d'entreprise. Si on souhaite être au capital d'une entreprise dont on n'est pas à l'origine des travaux de recherche, c'est encadré par l'article 25.3, c'est-à-dire celle de la participation à la gouvernance d'une entreprise. C'est le cas notamment de Danone, qui des fois demande à des scientifiques de rejoindre le conseil d'administration et qui permet de les rémunérer et pourquoi pas de participer à la gouvernance de cette entreprise. Donc nous, c'est plutôt les 2 premiers qui sont en phase avec cette démarche, à savoir création d'entreprise ou concours scientifique. Peut-être ça a déjà été dit, peut-être j'enfonce les portes ouvertes, mais voilà. Concrètement, la création d'entreprise, encore une fois, ce que je présente là, c'est très général, c'est très généraliste et ça va dépendre évidemment de ce que votre employeur va vous octroyer et des discussions, voire négociations que vous aurez avec votre employeur. Et je sais que ça va dépendre des employeurs, ça va dépendre de, en gros, la politique des employeurs et de votre statut, de comment est-ce que ça marche dans votre unité ou dans votre de recherche. En tout cas, la demande d'autorisation se fait toujours auprès de l'employeur avant la création, évidemment. Les rôles qui sont associés à la création d'entreprise, c'est soit un dirigeant, ça peut être et ou associé, et il peut y avoir une possibilité de participation au capital. L'enjeu, c'est de participer à travers la création d'entreprise, c'est marqué à gauche, je crois, oui, à cette création de start-up qui soit basée sur vos travaux de recherche. Et il y a une durée qui est variable, c'est important. Elle peut être de 3 ans. Maximum, elle peut être renouvelable à chaque fois pour un total de 10 ans maximum. Donc c'est à voir avec l'employeur et c'est à définir sur ce qui est possible de faire. Donc les modalités, ça peut être ce qu'on a dit en détachement, ça peut être à temps complet, ça peut être payé aussi à temps complet payé par la startup, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle une mise à disposition ou une délégation. Ça peut être à temps complet ou temps partiel, c'est une nouveauté de la loi Pacte, donc on parlait de 50% jusqu'à 50% tout à l'heure. Voilà, donc je peux entrer dans le détail un peu plus, mais ce qui est important de savoir là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, ça a ouvert la possibilité que ce soit pas uniquement à 20%, mais ça peut être jusqu'à 50%. Ce qui est aujourd'hui possible, on se rend compte, c'est qu'il y a, en fonction là, sur les 10 dernières startups qui sont passées par Pulsalis, c'est des statuts qui sont à chaque fois différents avec l'employeur. C'est-à-dire qu'il y a une évolution en ce moment en fonction des négociations qui sont menées, en fonction de la portée de la startup peut avoir pour l'employeur. Il peut avoir des statuts qui peuvent être plus ou moins avantageux, à savoir, il peut continuer à le payer une partie de son temps, il peut peut-être lui laisser à disposition 20% de son temps tout en continuant à le payer à 100%. C'est des choses qui peuvent se négocier, mais c'est important de s'appuyer sur ce que votre employeur a octroyé à d'autres collègues. Et c'est important d'être accompagné dans cette démarche pour pouvoir le faire et trouver quelque chose qui puisse être avantageux pour l'employeur et pour vous. C'est-à-dire quelles vont être les retombées pour votre employeur dans cette création d'entreprise.
mais en tout cas, quel va être si l'entreprise marche, comment est-ce qu'il va être intéressé par rapport à ces mécanismes, est-ce qu'il va vouloir prendre des parts, donc c'est un peu une discussion un peu d'ensemble à avoir, mais en tout cas, c'est une possibilité qui est offerte et vous devez être nécessairement accompagné pour pouvoir trouver quelque chose qui puisse vous correspondre en fonction de la fonction que vous voulez occuper et du temps que vous êtes prêt à y mettre aussi dans cette startup. Et c'est des vraies questions à se poser sur les moteurs personnels et professionnels que vous voyez dans ce démarrage. Parce que voilà, les exemples que j'ai évoqués auparavant, à savoir Olivier Tillement qui est dans ce cadre-là, je pense aussi à Frédéric Prochaska, qui est un chercheur à l'Université Jean Monnet à Saint-Étienne, qui, pareil, sont en concours scientifique, ont, je crois, 20% de temps de mise à disposition. Mais oui, leur moteur, ce qu'ils expliquent, c'est de rester chercheurs et de garder leur poste de fonctionnaire pour pouvoir mener à bien leur activité scientifique, venir nourrir des projets, pourquoi pas générer de la nouvelle activité. Dire, voilà, c'est vraiment des questions à se poser. Avant la négociation avec votre employeur sur le statut que vous voulez obtenir, c'est plus de se dire, comment est-ce que vous voyez votre carrière et comment est-ce que vous voyez ça. Donc, c'est essentiel d'aborder cette question-là. C'est pour ça que j'ai insisté lourdement pour dire que avant d'arriver à la négociation sur tel ou tel statut avec l'employeur, c'est important d'être clair sur les moteurs, sur ce que vous voulez faire, sur les compétences que vous avez, celles que vous devez acquérir et quelle place occuper ensuite. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. En tout cas, sur le deuxième dispositif, et je pourrais vous partager ces slides si vous voulez, et même vous envoyer une note. J'ai une note explicative plus en détail, parce que s'il y a des attentes sur la loi Pacte, j'avais un petit document explicatif cas par cas qu'on distribue aux entreprises qu'on suit, que je pourrais partager avec vous. Sur le concours scientifique ici, donc là on est sur la création d'entreprise auparavant, sur vraiment l'idée de créer, de pouvoir devenir encadrant, etc. Là on est sur le concours scientifique auprès de l'employeur, où là, cette fois on est donc sur cette mise à disposition de délégation jusqu'à 50%, c'est la nouveauté de la loi Pacte. Il peut y avoir un complément de salaire qui peut être apporté par la start-up ici, ce qui est assez intéressant, c'est une nouveauté de la loi Pacte qui le plafonne, hein, et on peut facilement, on peut participer au capital dans le cadre d'une démarche de concours scientifique, et comment dire, c'est quelque chose qui se fait plutôt fréquemment pour les chercheurs. On est plutôt dans cette disposition d'expérience dans le concours scientifique dont je parlais tout à l'heure, plutôt que dans la création d'entreprise, qui est un statut plus engageant que celui-là. Voilà. Mais en tout cas, je peux vous partager l'ensemble de ces documents si vous voulez sur ces deux dispositifs qui sont couramment usités et dans lesquels plus en plus d'employeurs ont tendance à accepter et surtout à faciliter les démarches, notamment autour des différents comités dans lesquels vous allez voir pour porter ces différents dossiers. Un élément enfin complémentaire, c'est le 25.3 sur la participation à la gouvernance d'une entreprise. Donc là, il s'agit, ce que j'expliquais, c'est de participer aux organes de direction d'une entreprise qui n'est pas en lien avec vos travaux de recherche. Hein. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de contrat de valorisation, il ne faut pas qu'il y ait de lien directement avec ça. Donc, c'est pareil, c'est une autorisation qui se fait auprès de l'employeur, il faut en informer en avant. Et là, on a une participation au capital qui est possible, mais c'est 32% maximum du capital et 32% maximum des droits de vote. Donc là, on est sur des entreprises qui ne sont pas liées à vos compétences, mais où on vient vous chercher en fait pour participer à cette entreprise. Je ne sais pas si j'étais clair, j'ai essayé de faire ça rapidement pour ne pas trop dépasser parce qu'on m'avait dit 16h15 et il est déjà 16h30. Mais voilà, sachez que quoi qu'il arrive, je serais ravi de pouvoir échanger plus en détail avec vous là-dessus et pouvoir aussi vous orienter en fonction de si là on est plus d'une dizaine, mais si vous m'écrivez via Floriane après, moi je serais ravi de pouvoir vous mettre en contact avec les SAT de vos territoires ou avec des acteurs avec lesquels vous pourriez avancer sur différents aspects sans aucun problème là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon, j'en parlais un peu de Frédéric Prochaska de l'IMP qui est en bas, plutôt au milieu à droite, qui était en concours scientifique. En bas à gauche, on a un autre chercheur du laboratoire Elvis qui, lui, pareil, veut devenir CEO, donc il est parti sur la création d'entreprise. Olivier Tillement, j'en parlais, concours scientifique. En haut à droite, le professeur Guin, dont ses travaux sont à l'initiative de la startup Keranova, du laboratoire Bixé, lui, en concours scientifique. Donc, on a un grand panel de différents. Juste sur le territoire de Lyon et de Saint-Étienne, là, on a 8 personnes qui ont eu des parcours distincts. Donc, il ne faut pas du tout hésiter à vous rapprocher de vos collègues locaux et de voir qui a fait quoi et sous quelle modalité. Et vous allez un peu découvrir comment se positionner. Mais on va dire que la dimension de statut juridique, il vient
il vient apporter une consistance juridique à la vision que vous aurez de votre poste. Donc, c'est important de se poser ces questions avant que de dire je vise le concours ou je vise la création. C'est plus de dire quelle fonction je vais occuper, combien de temps je suis prêt à mettre à cet instant T. Peut-être que ça évoluera après, mais c'est important de se dire qu'il y a forcément un statut juridique qui va apporter un cadrage à la type de fonction et à la manière dont vous voyez votre carrière en tant que scientifique, en tant qu'entrepreneur. Et voilà. Donc, les étapes suivantes pour conclure, sinon après on va me couper le sifflet, c'est de se dire que voilà, si vous avez une idée d'un produit, d'un service, d'une solution, que vous avez des résultats de recherche à potentiel, des choses à breveter, vous êtes tenté par l'idée de la création d'entreprise, il faut à tout prix se former, il faut monter en compétences, il faut comprendre ce qui se passe. Donc, en tant que chercheur titulaire, vous pouvez prendre rendez-vous pour aller votre projet avec votre SAT ou avec votre employeur pour voir comment est-ce que vous pourriez trouver un soutien financier pour breveter, pour obtenir cette preuve de concept et le développer, pour initier cette démarche. Si vous êtes chercheur non titulaire, vous pouvez tout à fait la même chose, prendre contact avec votre employeur ou avec la SAT. Il y a des dispositifs spécifiques qui le font, qui permettent de développer ce genre de... Voilà. Je vais parler du programme Jeune chercheur de Pulsalis, mais la plupart des SAT, la plupart des établissements proposent des formations, des écoles doctorales aussi, et c'est l'occasion aussi de monter en compétences, de développer son projet, de trouver des financements pour le faire, et c'est tout à fait possible, peu importe le statut, quoi. Les soutiens possibles à partir de son invention, c'est celui de son employeur et son service de valorisation, plus largement des SAT et des structures de valo qui savent accompagner, qui savent s'occuper du financement pour de la maturation technologique, du développement, pourquoi pas de l'incubation, de l'accompagnement, de la propriété intellectuelle. Ce que disait tout à l'heure l'intervenant autour de la création d'entreprise, c'est qu'en effet, nous, on va investir, c'est-à-dire qu'on va prendre en effet un investissement pour que ça marche. Notre enjeu étant de soutenir ce projet parce qu'on a investi pour qu'il marche le mieux possible. Et l'enjeu, c'est de pouvoir en effet se rembourser et générer de l'activité à partir de cet investissement, mais de pouvoir investir dans d'autres projets. Donc on est vraiment dans une sorte de cercle vertueux où si on investit dans le projet, notre objectif c'est de pousser le maximum pour que le projet marche le mieux et pour que cette startup puisse générer le plus de chiffre d'affaires. Donc il faut imaginer vraiment ces partenaires locaux à l'initiation de projet comme des acteurs essentiels pour pouvoir le démarrer, faire la meilleure ingénierie de financement pour pouvoir accompagner en tous les mots qui semblent un peu obscurs encore de financement dilutif, non dilutif, levée de fonds. En fait, tout ça va arriver progressivement et l'objectif, c'est de ne pas avoir peur et de se dire « Oh là là, où est-ce que je mets les pieds ?» mais de se dire plutôt « Je vais apprendre pas à pas et ça va se passer tout à fait normalement. » Je rajoutais un petit mot et je l'ai mis pour pas oublier, qu'il y a évidemment aussi des financements en prématuration qui sont assez intéressants, notamment du CNRS, il y en a quelques-uns de l'INSERM, qui peuvent être cruciaux pour commencer à avancer à la fin de sa recherche, d'obtenir des financements complémentaires pour générer un peu de propriété intellectuelle avant de se lancer dans une démarche de maturation en tant que telle. Donc c'est aussi nous des acteurs vers lesquels on oriente, mais les financements en prématuration sont importants et intéressants pour les chercheurs pour développer ça. Et enfin, voilà, les labels et les premiers financements sont cruciaux, mais ça, c'est ce vers quoi on va orienter. Et tout à l'heure, on parlait du concours iLab, mais typiquement, le fonds French Tech Seed, les financements de la BPI sont essentiels. Voilà. Je sais plus ce que j'ai marqué, mais pourquoi pas vous, on sait. Mais de manière générale, il ne faut pas hésiter et puis d'entrer en contact avec des acteurs et puis de ne pas se bloquer, de parler de vos idées, de voir comment est-ce qu'on peut trouver des fonds. Donc, n'hésitez pas à me contacter moi. J'en suis sûr que mon collègue Hervé serait ravi aussi de pouvoir orienter et puis de pouvoir répondre à des questions très spécifiques. C'est souvent au cas par cas, donc n'hésitez pas, quoi. J'espère que je n'ai pas enfoncé des portes ouvertes comme je n'étais pas là pendant toute la présentation. J'espère que je n'ai pas répété 18 fois des choses que vous avez déjà entendues. Mais bon. Non. Il y a juste des trucs qui sont très spécifiques à Pulsalis, et c'est normal. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Après, il faut faire attention quand on en parlait tout à l'heure au niveau de l'information vers qui tu t'orientes. C'est toujours l'employeur et c'est d'abord les structures de valo après les SAT. Parce que dans certaines, et ça je parle au niveau national, Pulsalis, peut-être que les chercheurs vont à la SAT indistinctement ou à la structure de valo, ça ne pose pas de souci. Sache que dans certains écosystèmes, il est préférable
d'aller d'abord voir la structure de Valo et ensuite, après, tu vas voir la SAT. Bien sûr. Parce que sinon, la SAT se fait taper sur les doigts. Voilà, mais c'est pas grave. Oui, bien sûr. Non, mais il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pour ça que l'employeur est intéressant. C'est important d'en parler aux collègues aussi pour voir où est-ce qu'on met les pieds. Nous, c'est vrai que d'habitude, on a la chance d'avoir un écosystème à peu près réuni où quand on a des sollicitations, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on réunit tous les établissements une fois par mois pour faire un point sur toutes les sollicitations que chacun a eues des différents chercheurs et de pouvoir identifier quel établissement est mandataire par rapport à ça. Et comme ça, il y a une transparence totale sur qui a eu quoi et d'où vient quoi. Mais en tout cas, je sais que des autres SAT, généralement, redispatchent aux établissements de manière à ce que ce soit le plus fluide possible. Donc, quoi qu'il arrive, le message, en effet, c'est le plus simple, c'est d'aller voir son employeur, mais le plus primordial, c'est surtout de faire vivre son projet et de se dire que un projet qu'on garde dans la tête, il ne va pas nécessairement aller plus loin. Donc, c'est important d'en parler au sein de son unité, au sein de son employeur, auprès de son employeur, et de trouver les relais pour permettre le développement, quoi. Après, il y a un point, je ne sais pas si le jeune est toujours là, si Fabrice est toujours là. Il y a le FTS qui est le French Tech Seed, qui peut être aussi intéressant. Je ne sais pas s'il avait candidaté ou quoi, mais alors ça peut être intéressant parce que ça permet d'avoir de l'argent de BPI, mais c'est de l'argent qu'il faudra rembourser par contre. Donc, il faut faire attention, c'est souvent des OC, donc des obligations convertibles qui sont mises en place avec un certain ratio, entre guillemets, avec un certain taux d'intérêt. Et donc, voilà, mais ça peut être intéressant pour certaines startups de pouvoir bénéficier. Après, l'iLab, c'est de la subvention pure, donc là, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, c'était juste pour faire un peu un distinguo. C'est vrai qu'après, on dit premier financement. C'est ce que nous, on pousse souvent, c'est d'abord aller chercher effectivement des subventions et après, c'est aller chercher des clients. Donc, c'est un peu la maître mot aussi. Et puis, il y a beaucoup aussi d'autres types de financement qui peut être obtenu en fonction de la cible dans laquelle vous êtes. On parlait tout à l'heure de fondation, d'association, c'est typiquement ça. C'est aussi de comprendre en fonction du besoin que vous adressez, quels sont les acteurs qui peuvent répondre, financer, pourquoi pas apporter des subventions dans un premier temps. Et puis, il y a des choses aussi qui dépendent de est-ce que c'est anté-création, est-ce que c'est post-création. Il y a toute une ingénierie financière à construire qui est vraiment spécifique projet par projet. Et c'est d'où l'intérêt d'un accompagnement spécifique avec des chefs de projet qui sont spécialisés en santé dans la démarche que vous êtes, que je ne suis pas, de pouvoir aussi avoir cette propre ingénierie qui est spécifique et qui est essentielle d'être accompagné à quelqu'un qui connaît quel fonds aller voir pour quel projet en fait. C'est ça qui est hyper essentiel.